On a été prévenu que ce qui allait suivre serait l'équivalent d'une éclipse 2.0, une souffrance pure et totale. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très lourd dans Berserk, le chapitre qui vient de sortir, donc le 383. Contrairement aux autres vidéos que j'ai l'habitude de vous sortir avec un bon rythme, un bon script, là je vais parler honnêtement, sans cut, juste vous et moi. On va réagir à ce chapitre ensemble parce que peut-être que la plupart d'entre vous ne l'ont pas encore lu, et d'ailleurs à l'heure où je sors cette vidéo, c'est à peine le jour de sa sortie, alors je voulais qu'on marque le coup. Parce que ce qui est en train de devenir Guts, c'est vraiment, mais vraiment déchirant. Alors laissez-moi vous plonger dans ce chapitre avec moi. On va explorer la solitude que Guts traverse, sa confrontation avec ses souvenirs et cette chose qui l'engloutit, ce noir absolu. Si vous êtes prêts, alors accrochez-vous, parce que là on n'est plus sur le Guts résilient. Le Guts qui se battait contre les forces du mal même quand tout semblait aller contre lui, mais sur un Guts qui semble avoir perdu l'envie de se battre. Le chapitre il commence avec Guts, qui vient définitivement de poser un pied dans la stupa. Pour vous rafraîchir la mémoire, la stupa, c'était une sorte de dôme dans lequel Guts a été emmené de force après son arrestation. Si ça vous intéresse, allez voir le chapitre 382, vous aurez plus de détails sur le sujet. Dès l'instant où il pénètre, il est englouti par le noir, le vide. Guts est déjà malvoyant de base, mais là il est dans le noir complet. Il trébuche et il finit par tomber dans un fluide, organique, presque vivant. Et dès cet instant, on sent qu'il n'y a plus rien du tout autour de lui. Et même ce chapitre, il n'y a aucun dialogue, aucun bruit, juste le silence de la pensée. Et Guts. Tout le chapitre, il a été construit autour de cette solitude écrasante. On voit un homme, un guerrier, si on peut encore l'appeler comme ça, réduit à sa propre conscience. Le fluide agit comme un miroir de son passé. Chaque goutte reflète une douleur, un souvenir, un regret. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et Guts, petit à petit, il va commencer à se noyer dedans, jusqu'à totalement. Alors que le fluide l'engloutit, il y a des fragments du passé qui vont apparaître. Des flashbacks, dont un de l'âge d'or, des moments heureux, avec Casca et Griffith, souriant, le regardant. Des instants de paix finalement. Puis la trahison de Griffith. Le moment où il prend Casca de force à Elfheim. Tout ce qu'il voulait protéger, tout ce qu'il aimait, disparaît sous ses yeux, encore une fois. Et Guts, là, il n'y a plus de rage, il n'y a plus de colère. Tout ça c'est fini, juste une douleur profonde. Une lassitude écrasante. Miura voulait nous faire ressentir que même un personnage comme Guts peut être totalement submergé par son passé. Le poids des souvenirs est tangible. C'est fini, le héros résilient que l'on connaissait avant. Il n'y a plus de combat à mener, le vide, uniquement. Ce chapitre, vous l'avez bien compris, c'est un chapitre sur le vide. Sur le sentiment de n'avoir plus rien, le fluide noir, le silence, le noir. Tout ça, c'est une métaphore de sa solitude. On le ressent physiquement sur Guts, et on comprend que même le plus fort peut se retrouver à bout. Et c'est pas seulement une solitude physique, c'est une solitude émotionnelle. Guts y fait face à son passé, à sa douleur, à ses échecs. Et pour la première fois, on voit un Guts qui pourrait ne plus vouloir continuer du tout. Comme si Guts avait attendu ce moment depuis si longtemps. Limite comme s'il était heureux d'enfin quitter ce monde et de mettre fin à ses souffrances. Bon, il faut prendre un instant pour comprendre la dimension de ce chapitre. Je sais, il est lourd, mais Miura, il savait ce qu'il faisait. Écrire cette scène, c'était revisiter toute la douleur de Guts. C'était plonger dans les souvenirs dramatiques, traumatiques, les échecs, et il a réussi à nous faire ressentir cette même douleur. On sent l'auteur lui-même hésitant, presque souffrant à l'idée de mettre son personnage à ce point au fond du gouffre. C'est pour ça que Kojimori a parlé d'une éclipse 2.0, parce que l'intensité émotionnelle dépasse tout ce qu'on avait vu auparavant, et surtout, parce que Guts n'est plus seulement blessé, il est complètement brisé. Une fois qu'il est atterri dans le fluide, Guts va se souvenir de Casca, de Griffith, de tout ce qu'il aurait voulu changer, de tout ce qu'il aurait voulu garder. Ceci, ça représente le poids
de ses souvenirs et de son silence. C'est ce même poids qui va le faire tomber petit à petit dans le fluide organique. On voit Guts réfléchir, mais pas dans l'optique de survivre ou de vaincre. Il est perdu. Kojimori nous a montré que même les plus grands guerriers peuvent atteindre un point où ils n'ont plus la force de continuer. Chaque moment de ce chapitre, chaque page, c'est tellement silencieux, presque étouffant. On a le temps de respirer, de ressentir chaque regret, chaque douleur, chaque souvenir qui le frappe. Et c'est ça qui fait mal. Le fluide dans lequel il pénètre, c'est pas juste quelque chose de physique, mais c'est surtout une métaphore de son deuil. Chaque instant est amplifié par le noir, le silence, l'absence totale de repères. Et Guts, il flotte dedans, écrasé par son passé. C'est le moment où la lecture, elle devient tellement silencieuse qu'on ressent le poids du chapitre, plus que son propre contenu. La solitude, elle est palpable. Et surtout, on comprend que Guts pourrait ne jamais se relever. Pourtant, même dans ce noir, on sent quelque chose. Pas une revanche, ça c'est sûr, ni une explosion de rage par la bête des ténèbres, mais une étincelle, une lueur. En conclusion, ce chapitre 383, il est unique. Parce que Mori, il nous avait prévenu. Miura a dit à Mori, quand il était encore en vie, que ce passage de l'histoire qu'il était en train d'élaborer était très difficile à supporter. Et quand je vous dis qu'il était très difficile à supporter, c'était équivalent à une deuxième éclipse. Donc on n'est pas sur un chapitre banal, un chapitre qu'on pourrait considérer banalisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y en a même presque pas. Et tout le chapitre, c'est 2/3 de noir avec Guts en plein milieu. Mais pourtant, on peut pas se permettre de détourner le regard. Parce que même dans sa chute, il y a quelque chose. Une intensité qui nous touche tous, fans de Berserk. C'est un moment de lecture qui m'a marqué. Qui m'a laissé sans voix sur le moment. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. Je devais pas la faire à la base. J'étais en train de préparer la prochaine vidéo, qui sera l'arc du Faucon millénaire, passé en analyse, bien sûr. Une vidéo sur laquelle je vous attends nombreux et nombreuses. J'ai préparé beaucoup de choses pour la suite de la chaîne, des choses qui, je l'espère, vous feront plaisir. Et à travers ce format d'arc que je suis actuellement en train de traiter, je tente de faire ressortir mon style, c'est-à-dire de parler plus franchement, d'essayer de, en même temps, concilier les choses qui vous plaisent, le tout dans une analyse narrative, immersive. Bref, des images valent mieux que 1000 mots. Je vous laisse et je vous retrouve alors le 19 septembre, donc une semaine après la sortie de cette vidéo, dans l'arc du Faucon millénaire. C'est un moment qui va nous rappeler, et d'ailleurs ce chapitre aussi, que Berserk c'est pas juste un manga, c'est une expérience de douleur, une expérience de courage, une expérience de solitude, même quand on n'a plus envie de se battre. Mais au contraire de Guts, souvenez-vous d'une chose, quoi qu'il arrive, même face aux ténèbres, même quand la vie nous met des obstacles, même quand on est au fond du trou, et bah lutter. La souffrance a toujours un but. Strugglers.